L'éducation des enfants en situation de parents séparés. C'est clair qu'une séparation, un divorce, c'est un chamboulement brusque dans la vie et dans l'éducation des enfants. Mais comment être dans l'équilibre pour pouvoir mener à bien cette éducation-là? C'est toute la problématique qui est soumise ici à la dextérité de notre docteur Tanon Laura. Bonjour, docteur. Bonjour, Alix. Bienvenue. Merci. Bonjour, alors, aujourd'hui, on parle d'un sujet très important. Oui. Et à savoir l'éducation quand on se retrouve en coparentalité. Tout à fait. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une séparation de fait? Écoutez, une séparation, c'est le fait de se distancier l'un de l'autre. Donc, quand on est en relation, on est amoureux, on choisit de se rapprocher. Donc, d'avoir une vie commune, d'avoir des activités en commun, d'avoir aussi des biens en commun. Et les enfants font partie des biens communs des personnes qui ont décidé de faire leur vie ensemble. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler d'émotions parce que contrairement aux autres biens matériels et mobiliers, les enfants sont des biens qui, eux, ont des émotions et c'est là que tout se joue parce que les parents aussi ont des émotions. Donc tout va se jouer dans l'appréciation des émotions des parties prenantes et de la bonne gestion de ces émotions-là pour l'équilibre des enfants. Lorsqu'on est ensemble, on forme une famille. On croit qu'il y a différents types de familles. Quels sont ces différents types de familles-là d'abord, avant même qu'on arrive à... Il y a la famille nucléaire, papa, maman et les enfants. Il y a la famille recomposée où chaque conjoint ou un conjoint peut ramener un enfant de premier lit ou plusieurs. Il y a la famille recomposée où chaque conjoint a ses enfants de premier lit et ils ont ensuite des enfants conjoints. Il y a la famille aussi d'adoption, il y a la famille élargie, où il y a des satellites de la famille, donc des cousins, des protégés, des pupilles, des petits frères, des conjoints. Et tout ça a une incidence sur la famille. Et pour plusieurs de ces raisons-là, ou pour plusieurs dysfonctionnements, le couple qui a décidé de faire chemin ensemble peut se séparer. Ça peut être des raisons liées aux membres de la famille, tout comme ça peut être des raisons liées aux deux compagnons qui se découvrent ou qui se révèlent incompatibles chemin faisant. Alors, docteur, est-ce qu'en fonction de la raison de la séparation, l'éducation des enfants est impactée dans un sens comme dans un autre? Alors, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Pourquoi les parents se sont séparés? Là, on va parler des causes. Les causes de la séparation ont leur importance dans le vécu de l'enfant. Si les parents se séparent parce qu'ils ne s'aiment plus, souvent, l'enfant a l'impression que les parents ne l'aiment plus, lui non plus. Alors, le travail à faire là, c'est de clarifier les choses, déjà dans l'esprit même des parents, parce qu'il faut qu'ils se disent « je n'aime plus mon conjoint, mais j'aime toujours mon enfant ». Et les enfants en souffrent beaucoup parce qu'ils ont l'impression que leur famille étant cassée, ils ne sont plus aimés, ils ne sont plus importants, ils ne sont plus désirés, alors qu'il n'en est rien. Donc, il faut faire le distinguo dans l'esprit des adultes et aussi dans l'esprit des enfants. Il y a les circonstances de la séparation. Comment les gens se séparent? Il y a une petite fille que j'ai reçue en consultation qui est traumatisée parce que le matin, elle est sortie de la maison pour aller à l'école et le soir, sa maman est venue la chercher pour aller dans une nouvelle maison. Donc, un enfant qui sort en se disant « je vais à l'école dans une routine » et il se trouve que ce jour-là, c'est une rupture dans sa vie. Elle a très mal vécu la séparation de ses parents parce qu'elle n'a pas été suffisamment préparée. Et c'est comme si sa vie en famille était restée derrière elle. Mais c'est un sujet aussi sur lequel elle ne sait pas mettre les mots et dont les parents n'ont pas perception de l'importance sur l'impact que cela a sur leur enfant. Il y a aussi l'impact affectif de la séparation sur chacun des membres de la famille. Donc, on va prendre l'impact de la séparation sur le père, par exemple. Si le père était celui qui voulait la séparation, le fait qu'il soit séparé va lui donner un sentiment de liberté retrouvée. Mais alors, ce n'est pas parce qu'on est libre de ses engagements. Il y a les engagements moraux, il y a les engagements affectifs aussi qui sont les plus subtils. L'impact de la séparation sur la maman. Si c'est toujours le papa qui a voulu la séparation et que la maman subit la séparation a aussi un impact affectif sur la maman. Donc, comment elle vit cette nouvelle vie qu'elle n'a pas choisie, cela va impacter aussi sa relation, non seulement avec les autres, mais aussi avec son enfant, dont les deux parents ont toujours la charge de l'éducation.
Donc c'est très complexe et subtil. Et il faut savoir faire le tri de nos émotions pour ne pas perdre de vue l'objectif de l'éducateur que nous sommes. Alors, docteur, en temps normal, hein, quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte et qui impliquent l'éducation de l'enfant et avant qu'on arrive à cette cassure et on a ces éléments-là qui n'existeraient plus? Les éléments qui entrent en ligne de compte, c'est la responsabilité parentale. Je suis responsable de l'éducation de mon enfant. Ça veut dire que je suis responsable de sa sécurité, de son instruction, de son bien-être, de sa santé et de son entretien. Donc ces 5 piliers-là sont là d'emblée. Dès qu'on a un enfant, on devient responsable de tout ça. Ce n'est pas parce que la relation du couple prend fin que l'un ou l'autre des éléments va être banalisé ou rejeté. On est toujours dans l'obligation de faire face à nos responsabilités de parents, la responsabilité de s'occuper de la santé, de l'éducation, de l'entretien, de l'affection de l'enfant. Donc tout ça, c'est très complexe parce que quand le parent se sépare de son compagnon ou de sa compagne, la vue ou le raisonnement peut être flouté, peut être perturbé. Du coup, nos perceptions sont biaisées. Il y a des parents qui vont dire, comme l'autre parent ne s'occupe pas de l'enfant, je vais l'y contraindre. Et en le contraignant, si on le fait surtout au su et au vu de l'enfant, l'enfant peut percevoir ce parent qui revendique comme l'empêcheur de tourner en rond, comme le parent méchant, comme le parent perturbateur, alors que ce parent-là, peut-être, ne fait que crier son ras-le-bol ou son incapacité à faire face tout seul aux charges de l'éducation de l'enfant. Pas seulement aux charges financières, mais aux charges morales et aux charges affectives, parce que c'est très pesant d'éduquer un enfant. Donc, quand on le fait à deux, le poids est partagé, mais la charge mentale de l'éducation d'un enfant est souvent plus difficile à porter seul que l'on le croit. Très bien. Alors, docteur, quand on se trouve dans un schéma, on va dire classique, entre guillemets, parce que bon, voilà, d'une famille de vie commune, on a un choix concerté quant à l'éducation à prodiguer aux enfants. Maintenant, quand on se retrouve dans un schéma de séparation, on a une remise en cause des fois de ce choix qui était à la base concerté. Mais Pourquoi? déjà, même en vie commune, le choix n'est pas toujours concerté. Vous allez voir qu'il y a un consensus. Un consensus auquel on devrait se soumettre. Malheureusement, même en vie de couple, il y a des choix qui ne sont pas concertés, qui sont imposés par l'une ou l'autre des parties. Par exemple, on va parler simplement de l'heure d'aller au lit. Il y a des parents pour lesquels ce n'est pas important d'aller au lit tôt. Et il y a des parents pour lesquels c'est important. Donc, il y a des familles où l'heure du coucher même est un motif de conflit parce qu'ils ne sont pas d'accord là-dessus. Donc, même en étant ensemble, le choix peut ne pas être concerté. Et ça devient encore plus difficile que le choix soit concerté quand nous sommes séparés parce que des 2 parents, il y en a un qui va garder l'enfant. Parfois même, aucun des 2 parents ne garde l'enfant. On enlève l'enfant, on soustrait l'enfant à l'affection de ces 2 parents pour le donner soit à une tante, soit à un grand-parent. Donc ça, c'est un cas encore plus complexe. Mais on va partir dans le cas où l'enfant est chez l'un de ces 2 parents. Sur le plan de la cohabitation, le parent qui n'est pas là, le parent absent, a du mal à percevoir le quotidien de l'enfant. Donc il n'aura pas forcément la bonne appréciation de ce qui est important et de ce qui est urgent, pour reprendre le coach auto. Donc, il n'aura pas forcément la bonne appréciation de ce qui est important et de ce qui est urgent pour son enfant. Donc, quand, par exemple, on va lui envoyer une facture de scolarité à payer, si la facture n'est pas arrivée assez tôt, parce que le parent qui garde l'enfant pensait pouvoir y faire face et qu'au finish, il est dans l'incapacité, cela peut constituer un obstacle parce que le temps dans lequel on a déposé la facture, on a fait la requête, n'est pas un temps confortable pour le parent absent et qui n'a pas les ressources suffisantes pour faire face. Ça peut générer un conflit et ça peut faire un blocage. Donc l'enfant qui va être mis à la porte de l'école parce que sa scolarité n'a pas été payée, parce qu'en amont, ça n'a pas été bien planifié, il va en souffrir. Non seulement il aura honte, parce que les enfants aussi ressentent de la honte, mais il sera frustré parce qu'il va se demander mais pourquoi, comment, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que je me retrouve... Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive alors que j'ai 2 parents qui sont vivants et qui travaillent.
Si c'est le cas où l'un des parents ne travaille pas, l'enfant va fantasmer, il va se dire si ma maman travaillait ou si mon papa travaillait, je n'aurais pas eu telle difficulté. Donc, il va se construire avec des briques creuses parce qu'il y a des questions auxquelles il n'aura pas la réponse. Et ces questions-là, il n'osera jamais en tant qu'enfant les poser à ses parents. Donc, il va grandir avec ce questionnement et ça va faire de lui l'adulte qu'il sera plus tard. Alors, docteur, vous parlez de parents présents, parents absents. On va rester un peu sur le même sujet. Est-il nécessaire pour l'enfant de voir l'un de ses parents, même si les parents sont à couteau tiré, on a des problèmes, on ne s'entend pas et tout, et l'enfant est au milieu. Il est nécessaire pour l'enfant de fréquenter forcément les deux? L'idéal, c'est que l'enfant fréquente ses deux parents. Parce que je vous l'ai dit, on va parler beaucoup d'affection, de sentiments. Si vous avez une maison en commun, et que vous décidez de vous séparer, ou si vous avez une voiture en commun et que vous décidez de vous séparer, la voiture ne va pas dire aujourd'hui c'est madame qui m'a conduite ou c'est monsieur et en souffrir. La voiture s'en fiche de qui l'a conduit. Par contre, si c'est un enfant que vous avez en commun, l'enfant va être sensible à qui le garde, qui l'emmène à l'école, qui lui montre des éléments importants, qui lui communique des valeurs, qui lui fait des choses auxquelles il est sensible. Donc, l'idéal, c'est que l'enfant s'abreuve aux deux parents, parce que pour être équilibré, il faut que l'enfant reçoive de l'affection de ses deux parents. Et il est très fréquent qu'en cas de séparation, l'enfant fantasme, l'enfant rêve de voir ses deux parents se remettre ensemble. Plus de 70% des enfants de familles séparées de moins de 12 ans rêvent de revoir leurs parents ensemble. Maintenant, en fonction de la communication qu'on a établie, en fonction de l'écoute qu'on donne aux enfants, ils pourront le verbaliser ou le garder. Mais il faut savoir que la plupart des enfants de parents séparés rêvent de revoir leurs parents ensemble, au point même où certains enfants oublient des scènes de vie. Il y a des parents, des femmes, des couples qui se séparent pour violence, mais l'enfant qui est dans le désir de revoir ses parents ensemble, il efface la violence familiale de son souvenir et il rêve que de voir ses deux parents sourire ensemble. Alors, docteur, on est dans un cas ou un profil de parents séparés qui doit faire face à l'éducation de leurs enfants. Quels sont les sujets qui fâchent et comment les traiter? Alors, les sujets qui fâchent, il y en a beaucoup. Déjà, on a parlé des circonstances et des causes. Donc, les sujets qui fâchent peuvent être liés aux causes de la séparation. Si le couple s'est séparé pour mésentente ou pour différence de point de vue, la différence de vision va s'accentuer avec la séparation. On va se dire, c'est parce qu'on ne voit pas la vie de la même façon que nous nous sommes séparés. Du coup, l'échelle de priorité établie par chacun des parents va être rejetée par l'autre. Si pour le parent A, par exemple, le plus important, c'est de scolariser l'enfant, le parent B peut avoir pour échelle de priorité que le plus important, c'est de nourrir l'enfant. À ce moment-là, les différences vont s'accentuer parce que maintenant, on est libre, on ne vit plus à proximité de l'autre, donc on se croit plus libre et on perd de vue l'objectif qui est le bien-être et la solution la mieux équilibrante pour notre enfant. Donc, il faut toujours garder dans un petit coin de notre tête qu'est-ce qui est important pour l'équilibre de l'enfant. Même si ça me fait mal de laisser mon enfant aller voir son parent absent, il faut que je me dise, est-ce que c'est important pour l'enfant qu'il voie son parent? Et très souvent, la réponse est oui. Maintenant, si l'enfant est dans l'incapacité de voir son parent, ou si le parent, ce qui arrive souvent aussi, est dans l'incapacité de recevoir son enfant. L'incapacité peut être volontaire ou ça peut être aussi une stratégie pour protéger sa nouvelle vie. On voit souvent des parents séparés qui disent « je ne peux pas recevoir l'enfant chez moi parce que je n'ai pas expliqué à mon nouveau compagnon ou à ma nouvelle compagne ». Donc tout ça aussi, ça s'explique et ce qu'il faut, c'est de mettre une mesure d'accompagnement. Si je ne peux pas recevoir l'enfant, il faut que je maintienne un lien avec lui. Ce lien peut être téléphonique, ce lien peut être affectif. À son anniversaire, manifester notre présence, appeler de temps en temps, le rassurer, lui demander comment il va et surtout pas comment vont les études. Parce que l'enfant, la première question qu'on a tendance à lui poser, c'est « à l'école, est-ce que ça va ?» Tous les adultes lui demandent « comment ça va à l'école ?» alors que l'enfant ne rêve que d'une chose, c'est qu'on lui demande « comment tu te sens ?» Et à l'ère des nouvelles technologies, c'est facile, hein, même si on n'est pas présent, oui. Il y a tout ce qu'on connaît. Oui. Voilà. Alors, dites-nous, est-ce que l'enfant qui est aujourd'hui au centre de tout cela, on a envie de voir notre enfant réussir, aller loin? Est-ce qu'un enfant qui a les parents séparés a les mêmes chances de réussite qu'un autre qui a les deux parents? Là, ça dépend de beaucoup de choses. Déjà, oui, ça dépend de la configuration de l'émotion de l'enfant.
Il y a des enfants qui se mettent la carapace. Ils se disent, j'ai pas l'amour de mes deux parents, je vais faire avec parce que peut-être qu'en réussissant à l'école, ça va ramener l'amour de mes parents. Donc, c'est une façon d'acheter l'amour et l'attention des parents que l'enfant pense qu'il n'a pas. Il y a des enfants aussi qui se disent, comme je n'ai pas l'amour et l'affection de mes parents, je me laisse aller et ils vont se mettre en échec scolaire et même en échec sociologique. Donc, ça dépend vraiment du profil psychologique des enfants et aussi du cadre dans lequel ils évoluent. Si l'enfant sort d'un cadre hostile pour aller dans un autre cadre hostile, ben, il ne va pas se retrouver, il sera déstabilisé. Par contre, si l'enfant sort d'un cadre hostile et qu'il va dans un cadre apaisé, c'est vrai qu'il sera toujours triste, mais il aura plus de chances d'évoluer correctement parce qu'on aura enlevé dans son champ visuel et dans son champ cognitif tous les parasites de frustration, de disputes familiales, de bruit, de cris, de pleurs et de coups parfois. Mais docteur, comment briser cette carapace-là de l'enfant? Mais il ne faut pas briser la carapace. La carapace est faite pour protéger l'enfant. Donc c'est comme si on enlevait un vêtement à un enfant. Pour ne pas qu'il ait froid, on va lui mettre une couverture. Donc si on veut briser la carapace, ça veut dire qu'on va la remplacer par autre chose. Oui. Et autre chose, c'est quoi? C'est justement de combler les besoins affectifs et de cet enfant-là. Parce qu'il devient introverti, il ne parle plus. Il peut se renfermer. Il peut se renfermer. Il peut se renfermer. Il peut parler. Ou extroverti. Il peut parler, oui, et devenir hyperactif ou parler beaucoup, mais de tout sauf de ce qui le dérange. Bien sûr. Donc, quand vous voyez des enfants perturbateurs en classe ou dans la vie, qui rigolent beaucoup, qui n'obéissent pas, qui ne sont pas disciplinés, on dit « Ah, celui-là, il est bandit, il est têtu, il ne respecte pas », mais c'est un signal d'alarme. Tout à fait. Alors, docteur, ce qui prévaut, c'est qu'on est dans une atmosphère délétère et on n'a pas forcément la bonne communication. Comment arriver de part et d'autre à trouver un équilibre et susciter, et voire même avoir un sursaut de bon sens pour l'intérêt de son enfant? C'est très, très important. Le premier interlocuteur qu'on envoie, c'est souvent l'enfant. Alors que l'enfant, ce n'est pas son rôle d'être l'intermédiaire entre ses deux parents. J'ai reçu en consultation un garçon de 17 ans qui me disait « Docteur, dites à mes parents de se parler directement. Merci. Je suis fâchée de faire l'intermédiaire. » Parce que l'enfant, tout simplement, il en souffrait. Il n'y a plus d'allumettes, demande à ton papa. Papa, mon cahier est fini, demande à ta maman. Et les enfants, ils sont comme une balle de ping-pong entre les deux parents. Et je vous l'ai dit, les enfants, ils ont des émotions. Ils ne sont pas comme des objets. Donc, leurs émotions sont mises à rude épreuve quand ils voient que c'est en impossibilité de communiquer directement que les parents ont recours à eux. Donc, dans la mesure du possible, si la communication est interrompue entre les parents, on peut prendre un intermédiaire, mais éviter de prendre comme intermédiaire vos propres enfants. Parce qu'il y a des parents qui se disent, bon, je vais prendre l'enfant, c'est de lui qu'il s'agit, et lui donner, par exemple, de grosses sommes pour aller payer sa scolarité sans que l'autre parent le sache. Mais à manipuler de grosses sommes d'argent à un jeune âge, il y a la tentation et il y a les risques aussi. Donc, le rapport à l'argent de l'enfant peut être conditionné par le fait qu'il a manipulé de grosses sommes déjà très jeune. Il y a une petite fille de 15 ans qui est venue me voir en consultation pour une consultation qui coûtait 25 000 francs. La petite fille a sorti une enveloppe où il y avait au moins 300 000 francs pour payer sa consultation. Alors, je lui ai demandé c'est pourquoi tout cet argent. Elle me dit c'est pour inviter mes amis au restaurant, c'est mon anniversaire à 15 ans. C'est quand même dangereux. Et ça devrait être encadré par les adultes. Par les adultes. Il y a beaucoup d'exemples comme ça où souvent aussi l'un des parents se sert de l'enfant pour avoir des informations dans la nouvelle vie de l'autre. Exactement. Ça, c'est une attitude qui fragilise beaucoup l'enfant parce que l'enfant, il aime ses deux parents. Donc, le parent qui est l'interrogateur, il va interroger l'enfant, poser des questions et dans la tête de l'enfant, ça va travailler très vite. Qu'est-ce que je fais? Si je ne lui donne pas les informations, il va penser que je ne l'aime pas. Donc, je vais lui donner les informations. Il y a des enfants fragiles qui vont se dire même, comme il veut entendre des informations croustillantes, je vais broder là-dessus. Donc, l'enfant va devenir mythomane pour exagérer les faits qu'il va donner à l'autre pour payer plus cher son amour et son attention. Mais sachez que d'interroger l'enfant sur la vie de l'ex-conjoint, ça fragilise l'enfant parce que ça le déstabilise et ce n'est pas son rôle. Par contre, il y a des enfants qui ont envie de partager ça aussi avec leurs parents avec lesquels ils vivent. Quand ils rentrent, par exemple, de week-end ou de vacances, ils ont envie de dire aux parents avec lesquels ils vivent « Quand j'étais de l'autre côté, voici ce qui s'est passé. » Et quand le parent refuse,
par souci de correction, l'enfant le vit mal parce qu'il se dit, le parent rejette toutes les informations de l'autre côté parce qu'il n'aime plus vraiment l'autre parent. Et l'enfant a l'impression qu'on jette le bébé avec l'eau du bain, mais ce n'est pas ça. C'est une façon de mettre une barrière pour respecter la nouvelle vie de l'autre et aussi pour respecter l'enfant et son jardin secret. Il a le droit de vivre une vie avec son autre parent, tout comme il a le droit de vivre une vie avec son parent qui le garde. Les deux parents sont autant responsables, donc ils ne vont pas normalement exposer l'enfant à des dangers aussi bien physiques que psychiques. Exactement. Alors, parlons de nouvelle vie, hein. Ça revient beaucoup. Comment gérer l'introduction des nouveaux partenaires pour les enfants? À quel moment de la période en se référant à la séparation? Et puis, quelles sont les concessions que, de part et d'autre, on peut déléguer aux nouveaux conjoints? Ben, je souris parce que c'est vraiment très, très, très complexe. Si le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe était un conjoint connu avant la séparation, vous voyez qu'il y a un problème. Ah oui, ça existe parce aussi que l'enfant va le responsabiliser et il va dire c'est à cause de cette personne que mon autre parent est parti. Du coup, il sera difficile pour l'enfant d'accepter la main tendue de ce nouveau compagnon-là. Si c'est un conjoint que l'enfant ne connaissait pas, pendant qu'il était avec son parent, il faut le préparer. Il faut le préparer, ça veut dire ne pas imposer cette personne-là, par exemple, dans les décisions importantes. Parce que quand l'enfant vit avec l'un de ses parents, ils ont tendance à se rapprocher. Donc, toute nouvelle personne est perçue comme un parasite, comme un étranger. Donc, un étranger, on doit l'apprivoiser, on doit se familiariser avec, et cela prend du temps. Donc, il faut prendre le temps de faire connaître l'enfant du nouveau conjoint et vice-versa, et ne pas brusquer l'enfant pour dire « voici mon nouveau compagnon, voici ma nouvelle compagne, appelle-le maman, appelle-le papa ». Donc le fait d'appeler le nouveau compagnon maman ou papa aussi, c'est un indicateur. Quand on impose cela à l'enfant, ce n'est pas le bienvenu. Mais parfois, quand on laisse l'enfant appeler la personne comme il le souhaite, et qu'un beau matin, l'enfant se réveille en demandant « est-ce que je peux vous appeler papa ou maman ?» C'est un indicateur aussi du bien-être que l'enfant montre qu'il est d'accord pour aller plus loin dans l'acceptation. Il se sent en sécurité. Il est d'accord pour aller plus loin dans la relation avec le nouveau conjoint de son parent. Alors, mais dans la mesure où l'enfant n'aime pas vraiment le conjoint, on prend le temps d'essayer de lui parler, de lui faire comprendre les choses, mais l'enfant n'aime pas. On le voit généralement avec les garçons. Avec les filles aussi. Oui, avec les filles. Mais généralement, les garçons, quand un homme vient dans la maison, eh bien, ils sont accrochés. Ils se disent, voilà, il est venu chercher ma maman. Oui, oui, parce que souvent, on commet la maladresse de dire au garçon, tu es l'homme de la maison. Un enfant reste un enfant. Un enfant n'est jamais un chef de famille, aussi monoparental soit-elle. Donc, quand l'enfant voit un nouveau garçon venir vers sa maman et qu'il avait dans la tête le fait qu'il est l'homme de la maison, il se voit en concurrence avec cette personne, alors que ce n'est pas son concurrent. C'est juste une personne qui va apporter une plus-value à leur vie de famille. Donc déjà, quand l'enfant s'oppose, il faut interroger l'enfant sur la cause de son malaise. Pourquoi tu n'aimes pas telle personne? Et il va au début peut-être dire non, rien. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne sait pas. Et alors, on va orienter sa réflexion. Est-ce que c'est sa présence qui te dérange? Est-ce que c'est son action qui te dérange? Est-ce que c'est son inaction aussi qui te dérange? Parce que le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne, elle peut arriver et être juste focalisée sur l'adulte et ne pas s'intéresser aux enfants. Je parle par exemple du cas des femmes qui cherchent leur point entre guillemets. Elles vont venir mettre le paquet, faire à manger pour le nouveau chéri et ne même pas se soucier de ce que l'enfant mange. Donc il ne va pas se sentir pris en compte dans le projet de nouvelle vie. Du coup, il ne va pas collaborer. À l'inverse, il y a des personnes qui cherchent leur point en mettant l'accent aussi sur l'enfant, en faisant tout. Et plus, parfois, plus on fait des efforts pour séduire les enfants, plus ils nous rejettent. Plus ils nous rejettent parce qu'ils se disent qu'ils sont manipulés, donc ils refusent d'être manipulés. Donc il faut savoir trouver le juste milieu pour captiver l'enfant à partir de ce à quoi il est sensible. Alors, docteur, nous, on veut rester dans un monde de bisounours et se demander comment arriver à avoir une saine relation dans la coparentalité, pour que, voilà, on ne se sente même plus séparés, mais en ayant quand même des limites. Oui, mais écoutez, c'est déjà de savoir où sont nos curseurs émotionnels à nous. Par rapport à cette relation qui n'a pas marché, comment je me sens? Si j'ai pu évaluer mon ressenti, alors je pourrais être à même
d'envisager une collaboration apaisée avec l'autre. Mais si je n'ai pas évalué mon ressenti et que je suis dans ma blessure narcissique parce que ça n'a pas marché, parce que la séparation m'a blessée ou parce que je me sens abandonnée, on a tendance à marcher avec des armes à la main pour se venger. Donc déjà, éliminer tout sentiment de vengeance, éliminer toute récrimination et se dire que cet enfant a besoin de l'autre parent autant qu'il a besoin du parent qui le garde. Et pour le bien de l'enfant, il est bon que les parents aient des relations apaisées, même si dans le fond, ils ne s'aiment plus, mais qu'ils rassurent l'enfant. Surtout, éviter de médire sur le parent absent. Éviter de comparer ce que nous faisons pour l'enfant à ce que son autre parent fait pour lui. Ce n'est pas une concurrence parce que même si vous donnez tous les bisous du monde à l'enfant, que vous lui dites, tu vois, moi je t'embrasse mieux que ta maman, hein, ou bien je t'embrasse mieux que ton papa, l'enfant va se dire dans sa tête, ce n'est pas vrai. Parce qu'il va se sentir blessé parce qu'on accuse son autre parent, qu'il aime l'enfant, il aime son parent. Même si son parent est menteur, son parent est alcoolique, son parent est méchant, il n'est pas respectueux, l'enfant aime ses deux parents. On parle d'éducation de l'enfant. Alors pour ce parent-là, on va dire pour ce nouveau conjoint qui vient d'arriver et tout, vous parliez tout à l'heure de prendre des points. Alors comment est-ce que face à l'enfant, on pourrait se comporter parce que quand on vient dans la famille, on veut aussi contribuer à son éducation. Tout à fait. Comment est-ce que ce parent-là peut s'intégrer, peut parler à l'enfant? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Ben, il peut déjà évaluer l'enfant pour lui dire je suis pas ton nouveau parent, mais je veux être ton ami. Donc, si on clarifie les choses, l'enfant va se dire, OK, on me donne le choix. Mais si on vient en s'imposant, en disant à l'enfant, je vis avec ton papa ou avec ta maman, donc je suis ton parent bis, c'est trop radical et l'enfant ne peut pas collaborer. Donc, déjà, amadouer l'enfant. Amadouer, ça ne veut pas dire lui passer tous les caprices ou se mettre en position inférieure pour se faire accepter. Non. Il faut expliquer à l'enfant, lui montrer du respect, lui montrer de la considération et lui demander son avis, mais en étant ferme. Si je dis à l'enfant, est-ce que tu veux sortir avec moi pour aller acheter du pain, qu'il dit non, je lui dis d'accord, moi j'y vais, je reviens tout à l'heure. Mais si on dit je m'en fous, fais ce que tu veux, l'enfant va se dire... Parce qu'en fait, des fois, le refus de l'enfant, c'est un test pour voir comment l'autre réagit en face. Donc si vous lui dites d'accord, je reviens, reste là, fais telle chose, fais ce que tu veux, mais l'enfant, il va se sentir pris en considération. Et petit à petit, il va commencer à collaborer. Merci beaucoup, docteur. C'est sûr que dans une famille, quand on arrive à une séparation, cela complexifie au maximum à l'éducation des enfants. Mais heureusement, on a des leviers pour pouvoir faire face aux problèmes, communiquer, prendre du temps, être vraiment très avenant, de l'amour et bien sûr de la présence. Ce sont les ingrédients qui nous donneront un équilibre pour le bonheur de nos tout-petits. Alors, on a été très heureux d'être en votre compagnie. On espère que ces différents échanges vous serviront immédiatement dans votre vie. Nous, en tout cas, on vous la souhaite magnifique. Portez-vous bien, au revoir.